Bien, dans cette leçon, nous allons travailler sur la radioactivité. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est que la radioactivité et quand est-ce qu'elle a été découverte. Donc sachez que la radioactivité a été découverte vers la fin du 19e siècle, plus exactement 1896 à peu près, par un physicien, Henri Becquerel. Donc c'était une découverte vraiment par hasard. Henri Becquerel travaillait sur la fluorescence des matériaux, et parmi ces matériaux, il avait il avait des sels d'uranium, sur lesquels il travaillait dans son laboratoire. Et donc le but, c'était pas de découvrir la radioactivité, mais il travaillait sur autre chose. Donc ces sels d'uranium, il les a déposés sur une plaque photographique, je vais la noter ici, une plaque photographique. Et cette plaque photographique a été enveloppée dans un papier noir, voyez. Vous savez que les plaques photographiques sont photosensibles, et donc pour les protéger de la lumière, pour qu'ils restent bien sûr intacts, on les met dans un support vraiment noir pour empêcher le rayonnement de traverser et d'atteindre la plaque. Sinon, elle ne sera pas utilisable. Donc cette plaque photographique était enveloppée dans un papier noir, pour la protéger. Et donc ces sels d'uranium ont été déposés sur cette plaque. Vous voyez, c'est comme si vous avez la plaque comme ça, là, protégée bien sûr avec un papier noir, et dessus, elle a déposé ces sels d'uranium pour travailler bien sûr dans son laboratoire. Et bien entendu, à la fin de son travail, il s'aperçoit que la plaque photographique, malgré la protection du papier noir, a été bien sûr, comment dirais-je, elle était noircie, voilà, elle était noircie, et c'était pas normal, parce que le noircissement de la plaque ne peut venir que de rayonnement électromagnétique, si vous voulez, voyez. Donc, il a constaté un noircissement de la plaque, noircissement de la plaque photo, ou du papier photo, de la plaque photographique, d'accord. Et donc, la conclusion, c'est que les cristaux de sel d'uranium ont émis un rayonnement, et c'est ce rayonnement qui a provoqué le noircissement, vous voyez, le noircissement de la plaque. D'où la naissance, bien entendu, de la radioactivité. Après, il va poursuivre cette étude, bien entendu, parce que au début, il disait, peut-être que c'est la lumière, bien sûr, de la salle, là où il est, du laboratoire. Donc, il a poussé un petit peu ses travaux de recherche un peu plus loin, c'est-à-dire en mettant bien sûr la plaque avec les cristaux, mais dans un endroit vraiment sombre. Et il a constaté toujours la même chose. Donc, ça veut dire que les cristaux dégagent ou bien émettent un rayonnement qu'au début, il l'a pas appelé, bien sûr, radioactivité. Il l'appelait rayon uranique. Uranique comme ça, parce que c'est un rayonnement qui est nouveau pour lui.
Donc il a donné un nom comme ça. Et petit à petit, bien sûr, le nom de la radioactivité a été donné à ce thème. Bien, et c'est comme ça que pas mal de découvertes scientifiques ont été faites. Sachez que beaucoup de découvertes ont été faites par hasard. Vous voyez que les chercheurs, ils travaillaient sur un autre thème, et donc ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe, et ils ne savent pas ce que c'est, et par conséquent, ils continuent à travailler dans ce sens-là, et ils découvrent vraiment des choses très très intéressantes, hein, jusqu'à nos jours. Hein. Je peux vous parler aussi d'une autre découverte, puisqu'on est dans les découvertes scientifiques. C'est comme ça, bien entendu, que les découvertes scientifiques ont été faites la plupart du temps. Hein, c'est par hasard un scientifique qui est dans un laboratoire, qui travaille sur un thème bien déterminé, et il s'aperçoit des choses nouvelles qu'il observe, qui n'ont rien à voir avec le thème sur lequel il cherche, et par conséquent, il découvre d'autres phénomènes physiques. Hein, juste un exemple, par exemple les rayons X. Les rayons X, bien sûr, qui sont à la base, bien entendu, de la radiographie et de la radiologie jusqu'à maintenant, ils étaient découverts, hein, les rayons X, ont été découverts par hasard par un scientifique allemand, Röntgen. Hein, Röntgen, c'est un chercheur allemand. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait sur des tubes cathodiques. Voilà. Hein, c'est pour voir la fluorescence, bien sûr, de certains matériaux, hein, parce que les tubes cathodiques, dedans, il y a des électrons qui se déplacent, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Toujours est-il, il travaillait sur les tubes cathodiques pour autre chose, et donc il s'aperçoit qu'il y a un rayonnement qui va rendre un écran fluorescent qui était présent dans la salle où il se trouvait. Donc, fluorescence d'un écran qui était présent dans son laboratoire, hein, fluorescence d'un écran. Ah, je ne vais pas vous donner la matière, sachez que voilà, un écran, bien sûr, il se met à émettre un rayonnement. Voilà, fluorescence d'un écran. Et donc, il se demandait, mais de quoi ça vient, cette fluorescence de l'écran? Donc, ça ne peut venir que d'un rayonnement, bien sûr, que lui ne voit pas parce que c'est invisible, d'un rayonnement qui a été émis par le tube cathodique sur lequel il travaillait, vous voyez? Et donc, il a dit, voilà, ce rayonnement qui est nouveau, hein, pour lui, comment je vais l'appeler? Donc, il l'a appelé rayonnement X au rayon X, vous voyez? Hein, pourquoi X? Vous voyez, c'est l'inconnu en mathématiques, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on l'appelle X. Donc, il l'a appelé rayon X, et ça porte ce nom jusqu'à maintenant, si vous voulez, vous voyez? Voilà une découverte aussi qui a été faite par hasard, hein, et d'autres aussi... un jour, peut-être je ferai une leçon que sur les découvertes scientifiques et sur l'histoire des sciences dans le cas général. Hein, c'est vraiment intéressant. Donc, je reviens à la radioactivité maintenant. Sachez que la radioactivité, il y a deux types. Hein. D'abord, artificielle. Hein, c'est ce qu'on trouve dans les centrales nucléaires. Hein. Dans les centrales nucléaires, dans les bombes aussi, malheureusement, hein, donc les bombes, etc., etc. Hein. Et puis, naturel, et c'est ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, de la radioactivité naturelle, puisque j'ai parlé de la découverte, donc si elle a été découverte, c'est qu'elle peut être émise de façon, bien sûr, naturelle, de la radioactivité naturelle. Et donc, cette radioactivité naturelle concerne des noyaux instables. Donc, on va travailler sur
la radioactivité naturelle, sachez que la radioactivité artificielle, c'est une radioactivité provoquée, bien sûr, par l'homme. Provoquée, vous voyez, hein, il ne peut pas se faire toute seule. Donc, c'est une radioactivité provoquée. Et celle-là, elle est naturelle. Donc, la radioactivité naturelle, ça concerne des noyaux instables. Donc, vous avez des noyaux instables dans la nature. Noyaux instables. Donc, les noyaux instables, pourquoi ils sont instables? Soit par excès de nucléons, hein, il y a trop de excès de nucléons. Hein, ça veut dire qu'il y a trop de particules dans le noyau. On appelle ces noyaux des noyaux lourds. Hein, on verra des exemples, bien entendu, lourds. Voilà. Ou bien par un excès de protons. Ou bien un excès de neutrons. Bien, ici, je représente un noyau avec des sphères rouges et vertes qui représentent les protons et les neutrons. Donc, sachez que la stabilité du noyau, bien entendu, est régie par des interactions très fortes entre, bien sûr, toutes ces particules. Et ces interactions fortes, hein, permettent au noyau de rester stable. Donc, s'ils sont faibles par un excès de protons, neutrons ou bien nucléons, eh bien, le noyau se désintègre et donne un noyau plus stable. Donc, il va donner un noyau plus stable, et il va émettre une énergie sous forme de rayonnement. Vous voyez, énergie sous forme de rayonnement. Et on va voir ces types de rayonnement. Hein. Vous avez alpha, vous avez bêta, vous avez gamma, tout ça, on va le voir de façon détaillée. Donc, un noyau, retenez, instable, lorsqu'il se désintègre de façon naturelle, il donne un noyau plus stable et il va émettre de l'énergie en même temps. Donc, il ne va pas se désintégrer en donnant un noyau plus stable, tout simplement. Non, il va donner aussi de l'énergie. Et cette énergie, on va en parler un peu par la suite. Sachez deux choses. Hein. La radioactivité, elle est spontanée, c'est-à-dire le noyau, il est posé, et puis hop, à un moment donné, il va se désintégrer. Il n'y a pas de règle pour ça. Et c'est aléatoire. Hein. Vous mettez un échantillon de noyau radioactif, hein, voilà, la désintégration va être aléatoire au cours du temps. Hein. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire il faut chauffer, il faut éclairer les noyaux pour qu'ils se désintègrent. Il n'y a pas d'influence extérieure sur la désintégration. Hein. On dit qu'il est spontané et aléatoire. Voilà, aléatoire. Et on va voir plus tard un petit peu les équations qui gèrent un petit peu et qui régissent un peu ces radioactivités. Bien, voilà pour introduire ce que c'est que la radioactivité. Hein, on a parlé de sa découverte. Ensuite, on a parlé bien sûr des causes de la radioactivité naturelle. Donc sachez que ce que je viens de dire ici, c'est pour la radioactivité naturelle. Artificielle, je ne vais pas en parler dans cette leçon. Bien, on ne peut pas faire de la radioactivité sans savoir ce que c'est qu'un noyau d'un atome et sa composition. Donc, je vais rappeler tout ça ici, hein, avec quelques définitions aussi sur les atomes. Donc, lorsqu'on représente X, Z, A, hein, donc sachez que X, ici X, Z, A, ça signifie quoi? Donc X,
c'est le symbole de l'élément chimique. Symbole de l'élément chimique. Je peux citer carbone, hydrogène, oxygène, etc. etc. Z, c'est le nombre de protons. Donc ça, c'est important à savoir, nombre de protons. Et on l'appelle le numéro atomique. C'est numéro atomique. Pourquoi numéro atomique? C'est lui qui donne, bien sûr, le classement dans le tableau périodique. Vous voyez, le tableau de la classification des atomes, qu'on appelle le tableau périodique. A, c'est nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Et on l'appelle aussi, nombre de nucléons, ça veut dire quoi nucléon? En fait, c'est proton plus neutron, vous voyez? Proton plus neutron. Et on l'appelle aussi le nombre de masse. Donc ça, ce sont vraiment, vous devez savoir tout ce que je suis en train d'écrire ici. Ça s'appelle aussi le nombre de masse. Voilà. Donc, sachez que on vous donne la représentation d'un noyau, d'un élément chimique, et on vous demande de donner sa composition. Donc, sachez quand on vous demande de donner la composition d'un noyau, il ne faut pas donner le nombre d'électrons, parce que les électrons, ils ne nous intéressent pas du tout dans ce chapitre-là, qui est la radioactivité. Sachez que les électrons, ils sont importants dans la chimie, vous voyez, parce que c'est grâce aux électrons qu'il y a les liaisons chimiques, qu'il y a des molécules, qu'il y a tout un tas de, bien sûr, d'espèces chimiques. Et dans la radioactivité, c'est le noyau qui nous intéresse. Donc, si on vous demande de donner la composition d'un noyau, comme celui-là, vous notez que le nombre de protons, c'est Z, le nombre de nucléons, c'est A, mais par contre, le nombre de neutrons, vous voyez, je vais le noter ici, le nombre de neutrons, on le trouve à partir du nombre de masses, vous voyez, de neutrons, N égale à A moins Z. Voilà, donc vous avez le nombre de protons, c'est Z, le nombre protons plus neutrons, c'est A, et le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Voilà pour cette définition. Si je prends un exemple, je prends le fer, voilà le fer, on vous donne 26, 56. Sachez que j'ai représenté Z en bas et A en haut, mais parfois dans certains livres, vous pouvez trouver par exemple X, Z, A comme ça par exemple, vous voyez? Ça dépend des représentations, mais dans la plupart du temps, on représente le noyau sous cette forme-là. Donc sachez que la représentation n'est pas identique à celle-là. Sachez que Z, c'est toujours la valeur la plus faible, parce que Z, il est toujours inférieur à A, sauf pour l'hydrogène où c'est 1, 1. Donc là, on ne peut pas se tromper, parce que vous avez 1 et 1, donc voilà. Donc retenez que Z, c'est la valeur la plus petite des deux, et ça représente le nombre de protons. Voilà. Donc ici, A égale à 56 nucléons, voilà. Z, 26 protons, je peux les écrire là. Et puis N, c'est 56 moins 26, donc est égal à 30 neutrons. Vous voyez?
Donc voilà comment on donne la composition d'un noyau. Donc vous voyez que là, je n'ai pas parlé d'électrons du tout. Hein. Bien, maintenant, vous avez des noyaux qui ont le même numéro atomique, même Z, mais des A différents. Bon, je vais vous donner un exemple. Bien, dans la nature, parfois, on trouve par exemple un élément chimique avec cette composition-là, c'est-à-dire le carbone 6,12. Je peux trouver aussi dans certains livres 6,13, par exemple, 6,14. Donc, vous voyez bien que j'ai le même élément chimique, c'est le carbone, mais j'ai un nombre de masses différent. Donc, si le nombre de masses est différent, c'est que le nombre de neutrons est différent aussi. Donc, on appelle ces éléments, on les appelle isotopes. Isotopes. Donc, c'est quoi la définition d'isotope? Eh bien, isotope, c'est un ensemble de noyaux, ou d'atomes. Hein? Ensemble de noyaux ayant même nombre de protons, hein, je l'écris en toutes lettres, hein, même Z, même nombre de protons, ça signifie qu'on a le même élément chimique. Sachez que les éléments chimiques, hein, sont définis par leur nombre de protons. Si vous trouvez un élément, par exemple, avec un nombre de protons 6, c'est le carbone. Ce n'est pas autre chose que le carbone. Vous voyez, donc, retenez que le Z donne, bien sûr, la nature de l'élément chimique. Hein? Même nombre de protons, Z, mais un nombre de neutrons, différent, hein? Mais un nombre de neutrons ou de, vous voyez, ou de nucléons différents. Hein? En fait, vous avez soit le nombre de neutrons qui est différent, soit le nombre de masses qui est différent. Hein? Donc voilà la définition d'isotope. Et je peux vous donner aussi, sur l'hydrogène, vous voyez un 1 par exemple, H1,2 et H1,3. Vous voyez? Donc si un jour vous trouvez le H1,2, sachez qu'on l'appelle bien sûr dans ce domaine-là le deutérium. Deutérium, ça veut dire que 2. Et le H1,3, le tritium. Ça, c'est bon à savoir parce que si un jour on vous dit un hydrogène deutérium ou bien deux éléments chimiques deutérium, ça veut dire qu'il s'agit de H1,2. Vous voyez? Donc voilà la définition d'isotope. Quelle est la définition maintenant de nucléide? Voilà, nucléide. En fait, nucléides, ce sont des noyaux. Maintenant, ce sont des noyaux qui ont même A, même Z et même N. Voilà, donc ils sont identiques si vous voulez, vous voyez? Donc voilà des définitions intéressantes pour la suite, bien sûr, de la leçon. Bien, quelques notations à connaître. Hein? Notations à connaître qui vont nous servir par la suite de la leçon. J'ai un proton, vous voyez, proton, neutron, électron, positron ou bien positron, ça dépend, positron
ou bien positron, ça dépend des livres, donc je vais écrire les deux. Et puis, photon, gamma. Bien, comment on écrit, bien sûr, de façon simplifiée, chaque terme. Donc, sachez que proton, bon, je vais marquer P, hein, voilà. Neutron, petit n. Électron, E avec un moins. Positron, E avec un plus. Et gamma, je marque gamma. Par contre, quelle est la charge maintenant? La charge électrique d'un proton. On sait qu'un proton, il est chargé électriquement. Donc, je vais mettre 1 ici, vous voyez? 1. Est-ce qu'il a une masse? Oui, il a une masse. Donc, je vais mettre 1 ici. Donc, vous voyez, un proton, ça se note toujours comme ça. Vous voyez, 1, 1. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une masse? Sachez que le noyau d'un atome, ou la masse d'un atome, c'est essentiellement la masse du noyau, vous voyez? Hein? Juste un petit schéma. Vous voyez, vous avez le noyau d'un atome comme ça. Hein? Il y a des neutrons, des protons, etc. Hein, dedans. Et il y a des électrons autour. Sachez que la masse de l'atome, c'est pratiquement la masse de son noyau, vous voyez? C'est-à-dire que la masse des électrons est négligeable lorsqu'on calcule la masse d'un atome. Donc c'est pour cela que on met 1 en haut, parce que tout ce qui se met en haut, c'est le nombre de masses. Rappelez-vous, X, Z, A. Vous voyez? On met en bas la charge, et en haut, on met la masse. Donc si l'élément contribue à la masse de l'atome, on met 1 ici. Sinon, on met 0. Donc vous voyez que le proton, non seulement il est chargé positivement, donc je mets 1, et il contribue à la masse, donc on met 1, ici. Pour le neutron maintenant. Pour le neutron, qu'est-ce qui va se passer pour le neutron? Pour le neutron, puisqu'il contribue à la masse de l'atome, ça veut dire le noyau, parce que les neutrons sont dans le noyau, vous voyez? Donc je vais mettre 1 là où il y a la masse, vous voyez? En haut, c'est-à-dire là. Mais par contre, est-ce qu'il a une charge? Non, les neutrons sont neutres, donc je mets 0. Vous voyez, un neutron, on le représente toujours comme ça. Et un proton, toujours comme ça. Donc voilà, je vous explique pourquoi. Et vous devez retenir ça et savoir l'écrire comme ça. Parce que ça vous servira dans la radioactivité artificielle, hein, pour ceux qui vont faire ça. Ah, nous, on la fera, mais pas dans cette leçon-là, hein, plus tard. Et vous allez voir que, hein, lorsque vous aurez un noyau d'uranium, hein, on le bombarde avec des neutrons, vous voyez? Et le neutron, vous voyez ça, vous avez Z et A pour l'uranium, mais le N, il faut savoir l'écrire comme ça, sinon vous n'allez pas pouvoir écrire la réaction radioactive de désintégration. Donc voilà juste quelques petits rappels, hein, qui ne vont pas nous concerner ici. Par contre, ça, c'est bon à savoir. Vous voyez? Donc le neutron, on a dit c'est 0 parce qu'il n'y a pas de charge, et puis 1 parce qu'il contribue à la masse. Vous voyez? L'électron maintenant, est-ce qu'il contribue à la masse? On a dit que la masse des électrons est négligeable, hein, pour un atome. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met 0 en haut, c'est pour cela qu'on met toujours 0. Et sa charge électrique, ben, il est négatif, donc on met moins 1. Vous voyez? C'est pour cela qu'on met moins 1, 0. Positron, eh ben, sachez que c'est comme l'électron, on va dire, sauf la charge, elle est positive. Donc, c'est 0, et là, c'est plus 1, en bas. Maintenant, pour gamma, sachez que gamma, c'est un rayonnement électromagnétique, et le rayonnement électromagnétique n'a ni masse, ni charge. Donc, je mets 0 et 0. Donc,
Donc ça, je trouve quand même que ces notations-là, c'est bon à savoir. Dans ce paragraphe, nous allons voir les principaux rayonnements radioactifs. Ils sont notés alpha et bêta. Hein, on va les voir. Hein, ce sont les principaux rayonnements radioactifs naturels qui se produisent dans la nature de façon spontanée et aléatoire. Avant cela, on va parler de la loi de conservation dans les réactions radioactives. Vous savez, une désintégration radioactive, je vais vous donner un exemple. Je vais noter petit a, loi de conservation ça s'appelle les lois de Soddy. Alors, ça concerne quoi ces lois? Je vais prendre un exemple d'une désintégration radioactive. Admettons, j'ai un noyau X, ZA, qui va donner un noyau Y avec Z1 A1, et puis une particule que je peux noter Q avec Z2 A2. Je mets une étoile ici. Sachez que un noyau instable, quand il donne un noyau plus stable, le noyau plus stable, dès qu'il est formé, il est excité. Ça veut dire qu'il comporte beaucoup d'énergie en lui. Mais on verra ça après. L'écriture d'une désintégration radioactive s'écrit de cette façon-là. Ou bien si ici j'ai deux noyaux, parce que dans la radioactivité artificielle, vous avez souvent soit un noyau plus un neutron ici qui donne d'autres noyaux et d'autres particules, mais la règle reste la même. On peut l'appliquer à n'importe quelle désintégration radioactive. Bien, qu'est-ce qu'ils disent les lois de conservation? Eh bien, d'abord, vous voyez que là, j'ai une charge électrique Z, et là, je trouve Z1 et Z2. Donc, sachez que il y a conservation de la charge ou des charges électriques. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, première chose, conservation des charges électriques. Je vais l'écrire, conservation des charges électriques. Ça, c'est primordial dans la radioactivité. Conservation des charges électriques. On peut marquer conservation des charges électriques. Ça veut dire tout ce qui est lié à Z, mais il ne faut pas dire conservation du numéro atomique Z. C'est conservation des charges électriques. Dans notre cas, je peux écrire que Z égale à Z1 plus Z2. Voilà comment on écrit, c'est-à-dire les charges électriques à gauche est égale aux charges électriques à droite. Ça, c'est la conservation des charges électriques. Petit 2, conservation des nucléons. Vous voyez, conservation des nucléons. Ça veut dire que les nucléons se conservent aussi. Vous voyez? Ça veut dire tout ce qui est en rapport avec A. Mais il ne faut pas dire conservation du nombre de masses. On peut dire conservation de la masse. Mais voilà. Donc, conservation des nucléons. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, A égale A1 plus A2. Donc, voilà les lois de conservation dans les désintégrations radioactives. Et c'est des lois importantes. Alors, on va faire des exercices.
Hein, on vous demande souvent d'écrire la réaction d'une désintégration radioactive et on vous demande toujours en rappelant les lois utilisées. Donc les lois utilisées, ce sont ces lois que je viens de donner. Hein, si on vous demande donner l'équation radioactive de la désintégration qu'on vous demande et on vous demande en utilisant et en expliquant bien sûr les règles, eh bien, ça veut dire qu'il faut juste dire conservation des charges électriques, conservation des nucléons, et puis voilà. Et quel est l'intérêt, juste en amont, l'intérêt de ces lois, c'est quoi? Eh bien, si je connais par exemple Z, et je connais Z2, je peux déduire Z1, vous voyez, à l'aide de cette équation-là. Hein? Z1 égale à Z moins Z2. Hein, vous voyez, regardez, on va écrire ça. Hein, si on vous demande, c'est-à-dire que je connais le noyau instable de départ et je connais la particule. Et donc, j'ai envie de calculer Z1. Donc Z1, c'est Z moins Z2. Vous voyez? Vous aurez des équations du premier degré à résoudre. Il n'y a aucune difficulté sur ça. Et puis, pour le A1, c'est pareil. Je prends A1 égale A moins A2. Donc maintenant que je connais Z1, rien qu'en connaissant Z1, je peux déjà trouver l'élément chimique concerné par Y. Vous voyez l'élément chimique, c'est-à-dire l'azote, le fer, le cuivre, voilà, l'hydrogène, voilà. Et j'aurai son nombre de masse A1. Voilà un peu, juste en deux mots, l'intérêt de ces lois, mais on va les voir juste après, vous allez voir. Bien, dans cette partie, nous allons voir les principaux rayonnements radioactifs, alpha, bêta. On va commencer par la radioactivité alpha. Donc la radioactivité alpha, il correspond à l'émission d'un noyau d'hélium He2 4. Donc c'est le noyau d'hélium, donc il n'y a pas d'électrons. Parfois on le note alpha 2 4, mais très très rarement, mais la notation qu'on trouve le plus souvent c'est He2 4. Comment on écrit la réaction de désintégration d'un noyau qui émet un noyau d'hélium? Eh bien, on l'écrit de cette façon. Donc, de façon générale, on a un noyau X, ZA. Sachez que dans la radioactivité, le noyau instable, on l'appelle toujours noyau pair. Donc je vais vous habituer un petit peu à cette notation, c'est noyau pair. Donc qu'est-ce qu'il va donner le noyau pair? Il va donner un noyau qu'on appelle noyau fils. On met une étoile parce que le noyau fils, elle est toujours excité lorsqu'elle est produit, vous voyez? Donc noyau fils plus la particule alpha qu'on note He2 4. Bien entendu, le noyau fils a un nombre de neutrons que je peux noter Z' et A', que je ne connais pas. Bien, comment trouver maintenant le nombre de masse A'? Eh bien, en appliquant les lois de conservation. Donc, loi de conservation, qu'on a vu précédemment,
loi de conservation. Donc ces lois de conservation, ça concerne d'abord nombre de nucléons, hein, c'est A. Donc on a A égale à A' plus 4. Vous voyez? A égale A' plus 4. Donc ça me donne quoi maintenant le A'? A' égale à A moins 4. Vous voyez, dans certains livres, vous trouvez directement ici A moins 4. Là, je vous montre d'où ça vient, vous voyez? Donc ça, c'est la première information. Et après, conservation des charges électriques. Conservation des charges électriques, ça concerne Z. Donc, j'ai Z égale à Z' plus 2. Vous voyez, 2 ici. Donc, ça va me donner quoi? Z' égale à Z moins 2. Donc, vous voyez que les lois de conservation, elles sont très très importantes. Si on vous donne un noyau qui se désintègre en alpha, je peux calculer A' et Z', vous voyez, de cette façon, et je peux déduire le nom du noyau fils. Sachez qu'on vous donne soit le tableau périodique, soit les noyaux qui sont concernés par l'exercice. Donc, voilà. Vous, votre travail, c'est de trouver Z' et A'. Et avec ce qu'on vous donne dans l'exercice, eh ben, vous pouvez déduire le nom du noyau fils. Donc je vais écrire maintenant l'équation qu'on peut trouver de cette façon. Vous voyez, regardez x, a, z donne y étoile. Sachez, étoile, ça veut dire excité. Hein. Donc, dans certains livres aussi, vous ne trouvez pas aussi l'étoile. Là, je vais être complet, je vais noter tout ce qui doit être noté. Mais si vous ne trouvez pas étoile, sous-entendu, le noyau est excité, si vous voulez, voyez? Voilà, donc je vous donne cette remarque, elle est importante. Et ici, vous trouvez Z moins 2, A moins 4. Vous voyez? A moins 4. Et après, plus, bien sûr, la particule ou le noyau qui est émis, c'est l'hélium. Donc vous voyez que ça plus ça donne Z, ça plus ça donne A. Donc voilà, vous trouvez cette équation radioactive le plus souvent dans les livres, mais là, je vous ai montré d'où ça vient. Un exemple maintenant. Je vais prendre l'uranium 92-238, voilà, qui va se désintégrer en donnant, bien sûr, He24. Et l'élément qu'il va donner ici, c'est le thorium. Vous voyez, thorium, c'est un noyau 234. Et là, 90, vous voyez? Donc, vous voyez, 90 plus 2, ça fait 92. 234 plus 4, ça fait 238. Donc, l'équation, elle est écrite correctement. Donc, vous voyez que les lois de conservation, hein, c'est comme les lois d'équilibrage d'équations bilan dans la chimie. Vous voyez, quand vous faites la chimie, vous voyez, on équilibre une équation bilan. Mais il faut équilibrer la matière, c'est-à-dire les atomes. Il faut qu'il y ait autant d'atomes de chaque type à gauche et à droite. Et après, on équilibre aussi les charges électriques. Et bien là, c'est la conservation du nombre de nucléons et la conservation du nombre de charges électriques. Vous voyez, les nucléons et les charges électriques. Bien, la radioactivité alpha, sachez que ça concerne les noyaux lourds. Hein? Je vais le noter ici. Noyau lourd.
Mais sachez que dans un exercice, hein, on vous dit, voilà, tel noyau se désintègre en émettant, bien sûr, un rayonnement alpha. Hein, quand on vous dit un rayonnement alpha, ça veut dire que c'est l'émission d'un noyau d'hélium, He2,4. Donc voici pour alpha. Maintenant bêta. La radioactivité bêta, il y en a deux types. D'abord bêta-. Bêta-, c'est quoi bêta-? C'est l'émission d'un électron. Voilà, donc je vais vous écrire l'équation. X, ZA, voilà le noyau pair. Ça va me donner Y étoile Z' A' plus un électron que j'écris de cette façon-là. Donc vous voyez que là aussi, je peux écrire bien entendu les lois de conservation. Et qu'est-ce qu'ils vont me donner les lois de conservation? Ils vont me donner, vous voyez là, A égale à A' plus 0. Vous voyez là, j'ai 0. Donc A égale à A'. Vous voyez que le nombre de nucléons ne change pas. Vous voyez? Donc ça, c'est la conservation du nombre de nucléons. Maintenant, la conservation du nombre de charges électriques. C'est-à-dire ici Z égale Z' moins 1. Z' moins 1. Donc, Z' égale Z plus 1. Donc, comment je peux écrire cette équation maintenant? Vous la trouvez dans certains livres, écrite comme ça. Sachez que le noyau pair, c'est toujours le noyau de départ. Hein. Je vais l'écrire ici. Noyau pair, c'est X. Donc ça va me donner Y, Z plus 1, ici. Là, c'est A, plus la particule émise. C'est un électron. C'est facile à retenir, hein, la radioactivité bêta-, car bêta-, le moins, signifie une charge négative, et c'est l'électron qui est chargé négativement. Donc ça, il n'y a aucun souci pour s'en rappeler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette loi, hein, dans cette équation radioactive? Au début, nous avons parlé des causes de la radioactivité. Hein, on a dit soit excès de nucléons, excès de protons, excès de neutrons. Voyez? Donc ici, vous allez bien suivre. Regardez, le nombre de nucléons n'a pas bougé, vous voyez? Vous voyez? C'est comme si je prends un noyau comme ça, vous voyez? Je vais simplifier les choses. Hein, donc, je vais prendre 6 neutrons ou 4 neutrons, hein, juste pour... Voilà. 4. Hein, et je vais prendre 2 protons. Vous voyez? Donc, combien j'ai de nucléons? A. 2, 4, 6. Vous voyez? Donc A égale à 6. Il va se désintégrer. Bêta-. Donc, qu'est-ce qu'il donne alors? Regardez le nombre de protons. Je vais marquer ici. Ça, c'est Z. Et les rouges, c'est N. Hein, comme ça. Neutrons, c'est les rouges. Et les protons, c'est les bleus. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on trouve alors pour le noyau fils? Là, on trouve que Z a augmenté de 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, 2, 3. Au lieu de 2, on est passé à 3. Sachant que A, c'est toujours 6. Vous voyez? Le A n'a pas changé. Donc, j'ai 3 protons. Donc, combien j'ai de neutrons puisque A n'a pas changé? Eh bien, c'est 3. Vous voyez? Donc, la radioactivité β-, alors c'est quoi maintenant? Au niveau des particules, bien entendu. Eh bien, c'est la transformation d'un neutron en proton. Neutron en proton. Donc, comment peut-on écrire l'équation? Ben, on va l'écrire comme ça. Un neutron, regardez, un neutron, on a dit que c'est 1, 0 au départ, vous voyez? Et se transforme en un proton. P, c'est 1 et 1. Et vous voyez, avec l'électron, eh ben, les lois de conservation sont bien respectées, vous voyez? Regardez, moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc vous voyez que la radioactivité β-, bien sûr, c'est bien de comprendre l'équation radioactive, hein, elle est là, mais dans votre tête, sachez que normalement, c'est un neutron qui s'est transformé en proton. Donc, qui subit la radioactivité β-? Eh bien, ce sont les noyaux qui sont riches en neutrons. Vous voyez, β-, ce sont les noyaux qui sont riches en neutrons. Voilà. β-, je vais marquer β-, noyau avec excès de neutrons N. Neutrons. Vous voyez, alpha, nous avons dit que ça concerne les noyaux lourds. Ben, β-, ça concerne les noyaux qui sont riches en neutrons et qui n'ont pas assez de protons. Voilà. Et on va voir β+, ça va être le contraire, vous voyez? Et on va le démontrer, vous allez voir. Bien, maintenant, la radioactivité β+, ben, β+, ça va être, dans le cas général, on a un noyau pair, XZA, qui va se désintégrer en un noyau fils YZ'A', et qui va émettre une particule qu'on appelle un positron ou un positon, plus 1, 0, voilà. Donc vous voyez que là aussi, nous allons écrire les lois de conservation. Conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire concernant A. Donc j'ai A égale à A' plus 0. Donc ça ne change pas, c'est comme β-. A égale à A'. Vous voyez, ça ne change pas. Le nombre de nucléons ne change pas, vous voyez. Maintenant, la conservation du nombre de charges électriques. Hein, les charges électriques, c'est Z égale à Z'. Par contre, là, plus 1. Donc, Z', c'est égal à Z moins 1. Vous voyez, ce sont des équations du premier degré, hein, qui ne sont pas compliquées à écrire. Voilà. Donc, l'équation maintenant que je peux écrire, que vous trouvez dans les livres aussi, hein, c'est X, le noyau pair, voilà, qui va donner le noyau fils XT, Z moins 1, A, plus E plus 1, 0. Sachez juste que très souvent, vous trouvez que cette équation écrite, mais parfois, il y a une particule qu'on écrit aussi et qui est produite aussi, que vous trouverez aussi dans certains livres, hein, d'accord? Ça s'appelle, on l'écrit comme ça,
et ça s'appelle le neutrino. Hein, neutrino, comme ça. Et dans certains livres, vous ne trouvez pas du tout cette particule écrite. Donc, le neutrino, c'est 0, 0. Voilà. Donc, sachez que cette particule n'a ni charge ni masse. C'est pour cela que souvent, hein, on ne l'écrit pas dans les équations radioactives. Hein, vous verrez des exercices, quand on écrit bêta+, on ne met pas le neutrino. Mais si vous le mettez, c'est très très bien. Donc là, je vous le mets. Hein. Sachez que là aussi, c'est plus, voilà, plus le neutrino. Juste une petite remarque, pour β- qu'on a déjà étudié, les équations qu'on a écrites comme ça, eh ben, vous rajoutez, si vous le voulez, mais vous ne le trouvez pas aussi dans la plupart des livres, mais parfois vous le trouvez aussi, ça s'appelle antineutrino, ça. Antineutrino, c'est une particule qui n'est pas chargée, qui n'a pas de masse. Voilà, antineutrino, c'est aussi 0, 0. Donc c'est pour cela que si on ne l'écrit pas, eh ben, on ne se trompera pas pour déterminer le noyau fils Y. Retenez ça, on ne sait jamais si vous trouvez ça dans certains livres. Voilà, il ne faut pas être étonné. Sachez que les équations β+ et β-, il y a une particule nouvelle sans charge, sans masse, qu'on écrit aussi dans l'équation. Et très souvent, on ne l'écrit pas. Voilà, donc si vous ne la trouvez pas dans certains exercices ou dans certains livres, bon, il ne faut pas, voilà, il faut pas être étonné. Donc voilà. Mais si vous l'écrivez, c'est très bien, ça complète aussi l'écriture. Et puis voilà, quoi. C'est, hein. Donc, je reviens à ce que signifie β+. Bon, mis à part le neutrino, retenez bien, β-, vous voyez, vous avez le moins ici. Et donc, rappelez-vous de ce moins sur le symbole qui est là. Hein, comme ça va avec. Vous voyez, le moins qui est là, c'est pas un moins en fait, hein, c'est une barre, mais ça vous rappelle le moins de β-. Vous voyez. Or, β+, il n'y a pas la barre sur cette lettre qui est nue. Vous voyez. Donc voilà, pour β+, ça s'appelle le neutrino, hein, et pour β-, ça s'appelle antineutrino. Donc ça, c'est à rajouter dans les équations que je viens de vous donner. Juste une petite histoire sur ça. Cette particule a été découverte un peu tard parce qu'elles sont très peu présentes dans l'atmosphère et puis voilà, dans la nature. Et donc, c'est une particule qui manquait à l'équation de la radioactivité pour que la conservation de l'énergie soit respectée, etc., etc. Voilà. Mais sinon, voilà, β+, c'est le positron, le noyau fils, le noyau père, et voilà comment on détermine le noyau fils en prenant Z-1 et en prenant le même A. Donc maintenant, si je fais comme tout à l'heure, vous voyez un noyau comme ça, je vais représenter les neutrons en rouge, je vais 5, bon allez, sachez que je représente les neutrons en protons, juste pour vous montrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc vous voyez que là, c'est les protons, et les rouges, c'est les neutrons, admettons, voilà, vous voyez, j'ai un noyau comme ça, instable, c'est le noyau X par exemple, voilà. Quelle est la valeur de A? C'est 12, vous voyez là, j'ai 7 protons et 5 neutrons. Donc le A ici, je peux le noter ici, A égale à 12. Donc, ça va être un β+, vous voyez. Donc j'obtiens un noyau fils
différent, bien entendu. Hein? Parce que là, normalement, il y a émission d'une particule qu'on appelle un positron, là. Et regardez, j'ai le même A, donc A égale à 12. Vous voyez, là. Qu'est-ce que j'ai comme proton? J'ai Z moins 1. Donc là, j'en ai 7, donc j'aurai que 6. Ok, mais j'ai 12 quand même. Combien j'aurai de neutrons maintenant pour avoir 12? Vous voyez, il faut 6. Voilà. Donc vous voyez, donc qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est un proton qui s'est transformé en neutron. C'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez? Donc un proton, 1, qui est devenu un neutron, donc 1, 0, plus la particule plus 1, 0. Donc vous voyez que 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Donc vous voyez que cette équation est équilibrée d'un point de vue conservation. Donc en fait, c'est ce qui se passe dans le noyau pair. Il est riche en protons et par conséquent, un proton va se transformer en neutron. C'est ce qui est montré par Z-1. Vous voyez là, ici. Donc, bêta plus, ça concerne alors quoi comme noyau? Vous voyez, là. Ça concerne les noyaux. Vous voyez, bêta plus, j'écris ça, ça concerne les noyaux qui ont un excès de noyaux avec excès de protons. Voilà l'équation radioactive et l'explication de bêta plus. Bien, là, on vient de voir les trois rayonnements principaux dans la radioactivité naturelle. Vous voyez, alpha, bêta moins, bêta plus. Donc, ce qu'il faut apprendre, bien entendu, pour faire les exercices, c'est pour chaque radioactivité, quelle est la particule qui est émise. Si on vous dit alpha, c'est He24, c'est-à-dire le noyau d'hélium. Si on vous dit bêta moins, c'est l'électron. Si on vous dit bêta plus, c'est le positron. Et après, tout le reste va avec, c'est-à-dire les lois de la conservation pour trouver Z' et A', et déduire le noyau fils qui se forme. Voilà, on verra ça dans quelques exercices, plus tard. Donc la radioactivité gamma, en fait, c'est la désexcitation du noyau fils. Donc, désexcitation, du noyau fils. Vous avez remarqué que Y, j'ai toujours mes étoiles. Je vais prendre Z et A'. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Sachez que dans cet état-là, il a une énergie E1. Vous voyez? Je vais l'appeler E1. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'état fondamental, c'est-à-dire de basse énergie. État fondamental d'énergie E0. C'est-à-dire qu'il était... je vais représenter ça. C'est-à-dire qu'il était à une énergie E1. Il va descendre à E0, l'énergie la plus basse. Vous voyez? Et donc, cette descente vers l'état fondamental se produit avec émission d'un photon qu'on appelle un photon gamma, un rayonnement électromagnétique gamma. Vous voyez? Donc, si j'écris l'équation, bien entendu, de la désexcitation, ça va être Y étoile comme ça, Z' A',
qui va passer à Y, Z', A'. Vous voyez, le Z', A' ne change pas. Par contre, il y a émission d'un rayonnement électromagnétique gamma. On met 0, 0. Donc, comment calculer la longueur d'onde de ce rayonnement électromagnétique? Donc, vous avez quelques relations que je vais vous donner ici, qui sont importantes pour le rayonnement gamma. D'abord, delta E. Vous voyez, delta E, en fait, c'est E0 moins E1. Pour que ça soit positif, on met les barres, c'est-à-dire la valeur finale moins initiale, mais on peut écrire ça E1 moins E0, c'est-à-dire la plus grande moins la plus petite, ça me donne delta E. Et sachez que delta E, elle est reliée à la fréquence. Attention, ça c'est la fréquence, ça n'est pas le neutrino qu'on a vu tout à l'heure. Sachez que parfois les grandeurs physiques ont le même symbole, mais ils ne signifient pas la même chose. Faites attention à ça. Ça c'est la fréquence en Hertz, voilà. Ça c'est l'énergie en joules. H, c'est la constante de Planck. Je vais l'écrire ici, constante de Planck, et sa valeur c'est à peu près 6,62 10 puissance moins 34 joules point seconde. Donc vous voyez qu'avec cette formule, si je connais E1, E0, je peux calculer la fréquence. Vous voyez? Et vous avez cette relation qui peut s'écrire aussi, delta E égale à H fois C sur lambda. Donc sachez que delta E, c'est toujours la même valeur, H, c'est toujours la même chose, mais c'est parce que la fréquence égale à C divisé par la longueur d'onde. C'est pour cela que je l'ai remplacé ici. Et cette formule-là, on l'utilise pour déterminer la longueur d'onde. Voyez? Si on vous demande la fréquence, vous utilisez cette formule. Si on vous demande la longueur d'onde, il faut utiliser celle-là. Donc la longueur d'onde, c'est en mètres. C, c'est la célérité de la lumière. Attention, c'est 3 fois 10 puissance 8 dans le vide, mètres par seconde. H, il est donné ici, et delta E, c'est en joules. Et donc ça peut me donner, la longueur d'onde lambda, vous voyez? Et ça peut me donner la fréquence. Tout ça de l'onde électromagnétique gamma, qui est produit par la désexcitation du noyau fils. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des calculs et pour aussi écrire la désexcitation du noyau fils. Une chose importante à laquelle il faut faire attention, ici lambda, c'est la longueur d'onde. Je vais l'écrire ici. Longueur d'onde de gamma. Et sachez qu'on va trouver un lambda par la suite, là, vous allez voir, qui n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Donc faites attention, lorsque vous avez lambda dans cette équation-là, c'est la longueur d'onde, mais lorsque vous allez la voir, vous voyez, dans une autre équation, ça peut signifier autre chose. Bon, on va le voir après, vous allez voir. Bien. La loi de décroissance radioactive montre comment varie la désintégration des noyaux radioactifs en fonction du temps. Donc sachez que dN, c'est-à-dire la variation des noyaux radioactifs,
dn en fonction du temps égale moins lambda, c'est proportionnel au noyau et à d de t. Donc vous voyez que la variation elle est proportionnelle au noyau. Donc si on a beaucoup de noyaux, donc il y aura beaucoup de noyaux qui vont se désintégrer. C'est pour cela qu'il y a la proportionnalité avec n. Et aussi avec le temps dt. Vous voyez, si on reste très longtemps, ben, il y aura beaucoup de noyaux qui vont se désintégrer. Donc cette loi qui est écrite ici, on vous la donne. Bien, faites très attention ici, car lambda ici, ça n'est pas une longueur d'onde, comme ce qu'on a vu juste avant. Ça s'appelle la constante radioactive. Radioactive. Et ça dépend de chaque noyau radioactif. Vous voyez? Donc, quelle est son unité? Vous voyez, là, j'ai un nombre de noyaux. Là, j'ai n, c'est le nombre de noyaux. Vous voyez? Donc, si je veux avoir noyau à gauche, noyau à droite, il faut que lambda soit en seconde moins 1. C'est le temps est en seconde. Donc, sachez que c'est un temps moins 1, lambda. Bien. Maintenant que l'équation est donnée, on va essayer, bien entendu, de la transformer sous forme d'équation différentielle. Donc, vous voyez que le dn t ici, je mets le d de t parce qu'il varie en fonction du temps, et ça, c'est égal à moins lambda n de t. Donc, j'arrive à quoi? J'arrive à une équation différentielle n' de t. Vous voyez, c'est la dérivée du nombre de noyaux, hein, qui est égale à moins lambda n de t. Je mets n de t parce que ça dépend du temps. On trouve une équation différentielle qu'il faut résoudre. Un petit rappel mathématique. Rappel. Vous avez déjà vu ce genre d'équation différentielle en mathématiques. Hein, plus b, avec a et b, deux réels. Et vous avez trouvé la solution de cette forme. K est une constante ax moins b sur a. Bon, K, il est déterminé par la condition qu'on connaît sur y, en un point donné, c'est-à-dire soit y0, soit autre. Eh bien, on va appliquer la même chose ici. Donc, sachez que n' de t, ça c'est y' de x, égale, moins lambda c'est a, et là c'est y de x, vous voyez? Donc j'ai b égale à 0. Donc si b égale à 0, la résolution va être n de t égale à k exponentielle moins lambda de t. Sachant que à t égale à 0, n de t égale à n0. C'est-à-dire qu'on part d'un ensemble de noyaux, hein, à t égale à 0, et après, ils vont se désintégrer en fonction du temps. Hein, voilà. Donc, pour trouver k, hein, comment trouver k? Eh bien, il suffit d'écrire n à t égale à 0. Vous voyez? C'est n0. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est égal à k exponentielle moins lambda fois 0, puisqu'on prend t égale à 0. Donc sachez que ici, à t égale à 0, je peux noter ici, si vous voulez, hein, t égale à 0, comme ça nous donne n0. Voilà. Donc, ça, exponentielle puissance 0, c'est 1. Donc,
k égale à n0. Ce qui donne la loi de décroissance, ce qui donne, bien entendu, la loi que vous devez connaître, n0 exponentielle moins lambda t, voilà. Sachez que lambda t en seconde, lambda seconde moins 1, si t est en jour par exemple, lambda sera en jour moins 1. Et n de t, c'est les noyaux à un instant t. N0, ce sont les noyaux à t égale à 0. Donc voilà l'équation de la décroissance radioactive. Donc vous voyez que ça suit une loi décroissante en exponentielle. Donc on va essayer de représenter ça graphiquement. Bien, voici la courbe qui représente la loi de décroissance radioactive. N de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Voilà. Sachez que si on prend le temps qui correspond à la moitié des noyaux radioactifs, c'est-à-dire n0 sur 2, c'est-à-dire que les noyaux radioactifs, on commence à t égale à 0 à n0, vous voyez, à t égale à 0, et lorsqu'on arrive à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs, eh bien, le temps qui correspond à ça porte le nom de période radioactive. C'est-à-dire ici, par exemple, il suffit de tracer, bien sûr, un trait horizontal et vertical pour trouver les coordonnées ou la coordonnée t de ce point-là. Et ça représente un temps qu'on appelle t, et ça s'appelle la période radioactive. T, période radioactive, ou bien le temps de demi-vie, temps de demi-vie. Bien, quelle est sa définition? C'est la durée au bout de laquelle la moitié de noyau radioactif d'un échantillon s'est désintégré. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous trouverez dans des livres, c'est la durée au bout de laquelle l'activité d'une source radioactive est divisée par 2, ou réduite de moitié, c'est pareil. Il y a quelques définitions semblables que vous trouverez dans les livres. Surtout, ne dites pas la définition suivante que certains disent, c'est la durée au bout de laquelle la moitié d'un noyau radioactif s'est désintégré, c'est-à-dire la moitié d'un noyau radioactif. Ça, c'est faux. C'est la moitié de noyau radioactif d'un échantillon. Vous voyez, vous en avez beaucoup. Et lorsque la moitié se désintègre, eh bien, la durée qui correspond à ça porte le nom de période radioactive. Donc voilà la définition. Maintenant, on peut trouver, bien entendu, à partir de cette équation-là, vous voyez, regardez, j'ai AT, vous voyez, n de t égale à n0 sur 2. Et vous remplacez nt par n0 sur 2, c'est-à-dire ici, là, égale à n0, qui ne bouge pas, exponentielle de moins lambda t. Donc je simplifie par n0, donc ça me donne 1 demi égale exponentielle de moins lambda t, comme ça. Et je mets le
ln à gauche et à droite pour, vous voyez, ln de exponentielle moins lambda t, comme ça. Ce qui donne ici moins ln de 2 égale à moins lambda t. Ce qui donne finalement t égale à ln de 2 sur lambda. Vous voyez, cette formule, elle est importante. Je viens de vous la démontrer. Sachez que ça, c'est seconde moins 1. Et le temps, c'est en secondes. Donc vous voyez bien qu'elles sont inversement proportionnelles, heureusement, pour que l'unité soit vérifiée, vous voyez. Et si on cherche à calculer lambda, ben vous écrivez que lambda égale à ln de 2 sur t. Et voilà. Sachez que t, vous le trouvez parfois noté sous cette forme-là, t, comme ça, 1/2. Bon, c'est la même chose. Le 1/2 vient du fait que la moitié, bien sûr, d'un noyau radioactif d'un échantillon s'est désintégré, vous voyez. 1/2 vient de là. Voilà pour les lois de décroissance, parce que là, on va voir aussi l'activité radioactive. Ici, je vais prendre quelques exemples de noyaux radioactifs pour voir le temps de demi-vie correspondant. L'uranium, par exemple, uranium 238, sachez qu'il y a l'uranium 235 aussi, qui est isotope de celui-là. Donc, le symbole c'est U 92 238, voilà. Et sachez que le temps de demi-vie, c'est 4,46 10 puissance 9 ans. Donc c'est à peu près 4 milliards d'années. Donc vous voyez que si vous avez un échantillon d'uranium comme ça, pour que la moitié se désintègre, il faut 4 et quelques milliards d'années. Le carbone 14, parce qu'il va nous servir pour les datations. Vous voyez, pour dater un corps, on utilise le carbone 14. C'est l'isotope du carbone. C'est un isotope du carbone. Voilà, tout simplement. C'est 614. Et sachez que c'est 5730 ans. Enfin, l'iode, parce qu'on va travailler sur l'iode dans les exercices, vous allez voir, 131. Hein, donc I 53 131. Et donc, vous voyez, c'est très court. Hein, c'est à peu près 8 jours à peu près, 8 jours et quelques. Hein. Bon, on va dire 8 jours. Le césium, allez, le dernier, césium, parce qu'il est produit par les centrales nucléaires. Et donc le césium, 55 137, sachez que c'est aux environs de 30 ans. Vous voyez ? Donc voilà quelques exemples de noyaux radioactifs avec le temps de demi-vie ou la période radioactive. Sachez une chose, admettons, j'ai cette partie-là comme des noyaux radioactifs. Bon, la moitié se désintègre, c'est-à-dire cette partie-là, elle est désintégrée, au bout, admettons, d'une période que je note T, c'est la période radioactive. Sachez que la partie qui reste, sa moitié se désintègre avec la même durée, vous voyez, le même temps.
Et enfin, l'autre ici qui va se désintégrer aussi de moitié, c'est T, vous voyez, etc., etc. Vous voyez, c'est pas parce que le nombre de noyaux radioactifs a baissé que la période radioactive va baisser aussi. Non, c'est toujours la même durée, vous voyez, comme ce que je viens de vous montrer ici sur ce petit schéma. Bien, les lois de décroissance radioactive concernent aussi l'activité d'une source radioactive. Donc on va définir ce que c'est que l'activité, hein, et après je vais vous donner son équation. Bien, que représente l'activité d'une source radioactive? Vous voyez, activité d'une source radioactive. Sachez qu'elle représente le nombre de désintégrations par seconde. Donc c'est nombre de désintégration, bien sûr des noyaux de la source, hein, nombre de désintégrations par seconde. En une seconde, combien j'ai de noyaux désintégrés, si vous voulez, vous voyez, par seconde. Et il est exprimé en becquerel. Vous voyez? On a parlé de becquerel au début de la leçon. Hein, c'est parce que c'est lui qui a découvert, bien sûr, la radioactivité. On donne B majuscule, Q minuscule, becquerel au nombre de désintégrations par seconde. Donc, qu'on représente un becquerel, par exemple, un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Voilà la définition d'un becquerel si on vous demande de définir ça. Par seconde. Bien, maintenant, quelles sont les équations qui représentent bien sûr cette décroissance de l'activité en fonction du temps? Donc, sachez que l'activité, elle est proportionnelle lambda n. Elle est proportionnelle au nombre de noyaux, ce qui est normal. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante radioactive. Attention, encore une nouvelle fois, à ne pas la confondre avec la longueur d'onde. Dans ce cas-là, dans cette formule-là. Hein? Et donc, A0, c'est égal à lambda de N0, tout simplement. Donc, pour trouver l'équation, je sais que N, on a trouvé son équation tout à l'heure, donc A, en fonction du temps, va être lambda N0 exponentielle moins lambda T. Vous voyez? Or, lambda N0, c'est A0. Donc, vous voyez que si vous connaissez la loi de décroissance des noyaux, on peut trouver l'activité aussi, parce que c'est exactement pareil. Vous voyez? Moins lambda T. Donc voilà l'équation, bien sûr, mathématique. Voilà la fonction mathématique hein, qui montre la décroissance de l'activité en fonction du temps. Hein, c'est pour cela que la période radioactive, c'est lorsque l'activité est réduite de moitié, vous voyez, à 0 sur 2. On trouvera la même formule que tout à l'heure. Bien, bon, l'activité, sachez qu'elle est en becquerel, hein, c'est ce qu'on vient de dire ici. Juste une petite remarque importante. Sachez que la masse aussi, on peut l'exprimer aussi avec la même équation, vous voyez, là. Pareil, si un jour on vous parle de masse, c'est pas de noyau par exemple, eh bien l'équation marche toujours, vous voyez. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez n, vous voyez, si vous avez n de t,
ben, ça lui correspond une masse m de t. Hein, N0, ben, c'est la masse initiale, vous voyez? Hein, puisque la masse, c'est quoi la masse? C'est la somme des masses de tous les noyaux, si vous voulez, vous voyez? Par conséquent, on trouve la même fonction mathématique, bien sûr, aussi pour la masse. Donc voilà pour les lois de décroissance dans la radioactivité. Je vais vous donner quelques exemples d'activité, hein, de quelques sources, vous allez voir. Bien, je vais vous donner ici quelques exemples de sources. Si vous avez par exemple un litre d'eau minérale, par exemple, vous voyez, un litre d'eau minérale, ou bien eau de mer, hein, si vous voulez, ou bien eau de mer, eh bien l'activité c'est 10, ça veut dire 10 désintégrations par seconde. Hein, voilà. Si vous avez 1 litre de lait par exemple, vous voyez, de lait, ben 1 litre de lait c'est 50 à 80 désintégrations par seconde. 1 kg de poisson, c'est 100, à peu près 100. Voilà quelques exemples. Hein. Après, vous pouvez en trouver sur Internet sans aucun problème. Vous voyez? Donc voilà pour la leçon. Donc bon courage et à la prochaine.